On a dépensé beaucoup de temps sur un dossier en particulier. Puis c'est allé jusqu'aux dernières minutes, ça n'a pas réussi. Mais ça ne nous empêche pas de le revisiter dans l'été. What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Enfin! On a la réponse à quelque chose qu'on suspectait depuis des mois. De quoi il parlait Kent Hughes lors de ce fameux point de presse post-date limite des transactions lorsqu'il a dit ce que vous avez entendu en introduction, qu'il y avait une grosse transaction qui a été sur le point d'être conclue, mais qu'on n'a pas réussi à faire et qui allait peut-être être revisitée à l'été. Je viens de le dire, on avait des suspicions depuis ce temps. Il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont circulé que la transaction en question impliquait Matthew Knies des Maple Leafs de Toronto. Je me souviens la première fois que cette rumeur-là était sortie, je me disais, mais voyons donc, ça se peut pas. À quoi penseraient les Maple Leafs d'échanger Matthew Knies, leur plus beau, leur meilleur jeune joueur établi, peut-être le joueur autour duquel tu focuses si tu fais un reset, peu importe. Un gars d'avenir qui entre dans son prime, un ailier de 6 pieds 3 qui a marqué 29 buts la saison dernière. Bref, il échangerait ce gars-là à un de leurs plus grands rivaux. Pour moi, ça avait absolument aucun sens. Et bien sûr, était arrivé toutes sortes de questions. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça a avorté? Où c'était ton rendu? Est-ce qu'on ne s'était pas vraiment entendu sur l'entièreté de la transaction? Bref, beaucoup plus de questions que de réponses. Maintenant, il en reste encore des questions, mais là, on a plusieurs réponses. Et oh, d'où Jésus, attachez votre tuque avec de la broche parce que c'est tout un what if. Ce qu'on va regarder dans l'épisode d'aujourd'hui ensemble, c'est de un rappel de ce qui s'était passé, ce qu'on savait jusqu'ici dans ce dossier-là. Ensuite, on va regarder ce qui serait, selon David Pagnotta, selon Elliot Friedman, selon mon ami Marco D'Amico, la transaction qui a avorté. Pourquoi cette transaction-là a avorté? Et bien sûr, Kent Hughes avait dit que rien ne nous empêchait de revisiter la transaction à l'été. Est-ce qu'elle est toujours possible, cette transaction-là? Bien, c'est ce qu'on va regarder ensemble. D'abord, commençons avec qu'est-ce qui était arrivé lors de cette date limite des transactions-là. Souvenez-vous, la date limite des transactions, donc l'heure limite des transactions, est à 15 heures. Et après ça, bien, plus le droit de faire des transactions dans la Ligue nationale de hockey. Sauf que, chaque année, il y a des transactions qui continuent d'être annoncées 1 heure, voire des fois quelques heures après 15 heures. Pourquoi? Bien parce que 15 heures, c'est l'heure limite pour envoyer la transaction à la Ligue nationale de hockey. Voyez ça comme vous allez au guichet, là, je sais pas moi, à la SAQ, et 15 heures, c'est l'heure limite pour être dans le fil. Quiconque entre dans la file après 15 heures, il y a un petit monsieur, une petite madame qui vous dit « Désolé, la file se termine ici. Les personnes qui étaient en liste vont voir leur dossier être traité. Vous, monsieur, madame, retournez chez vous. Revenez demain. » Donc, c'est comme ça que ça fonctionne dans la Ligue nationale de hockey. Si tu es dans ce qu'on appelle la queue, ta transaction va être traitée, elle est bonne, ne vous inquiétez pas. Il y a plusieurs exemples, mais le plus gros, récent, souvent qui marque l'imaginaire, c'est la fameuse transaction de Brad Marchand aux Panthers de la Floride, qui était sortie là, comme champ gauche, passé la date limite des transactions, pas en 2026, en 2025. Donc, moi, je me souviens, à cette date limite des transactions-là, Gonzo et moi avions notre épisode du combo à enregistrer. Et là, on a cessé de repousser l'heure d'enregistrement de l'épisode parce qu'on attendait Kent Hughes. On ne pouvait pas enregistrer notre épisode sans savoir qu'est-ce que le Canadien avait fait. Et les deux, on est dans le métier depuis assez longtemps pour savoir que si Kent Hughes, à 15h15, 30, 45, n'avait toujours pas fait son point de presse, c'est qu'il se passait quelque chose. Quoi? On ne le savait pas. Une grosse transaction? Une petite transaction? On n'en avait aucune idée. Puis, débarque Kent Hughes, fait le point de presse, tient le point de presse qu'il a tenu et dit cette fameuse citation que vous avez entendue en introduction à cette émission aujourd'hui. Il y avait une grosse transaction qui a avorté. Et moi, je me souviens m'être dit, OK, il y a deux options. Soit c'est une ligne de com, et c'est pour ça que ça a été si long que ça,
connaît le marché de Montréal. Et là, Ken, y a-tu quelque chose, on s'assoit avec Chantal Maccabé, là, y a-tu quelque chose qui n'est pas un mensonge, qui est vrai, qu'on peut dire, qui au moins va faire en sorte que la grogne sur le Canadien n'a rien fait à la date limite va pas être si pire. Je me posais la question, je dis pas que c'était ça, mais je me posais la question, ça peut-tu être ça? Sinon, l'autre option, qu'est-il arrivé qui fait en sorte que cette transaction-là a avorté, mais qu'on a quand même pris tout ce temps avant de venir se présenter devant les médias? Et c'était là, pour moi, le grand mystère. Qu'est-ce qui était arrivé? Pourquoi on était passé si proche que ça n'avait pas fonctionné et que ça avait été si long avant que Kent Hughes s'adresse aux médias cette fameuse journée-là? Et donc, on suivit toutes les spéculations depuis ce temps-là. On a maintenant, du moins, une partie de la réponse selon deux insiders bien connus, David Pagnotta et Elliot Friedman. Donc, David Pagnotta arrive avec cette information-là que vous voyez que, effectivement, Montréal et Toronto s'étaient entendus sur une transaction envoyant Matthew Knies à Montréal à la date limite, mais la transaction n'est pas passée à temps. Donc, on n'était pas dans la file d'attente. On s'est fait fermer la barrière sur le bout du nez. Comment est-ce que ça peut arriver? Et surtout, quelle est cette grosse transaction-là? Ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que Elliot Friedman en a rajouté au 32 Thought Podcast. Si vous voulez aller l'écouter, là, mais on est rentré dans le file d'attente à 15h01. Imaginez un instant. Une transaction monumentale qui aurait shaké les deux plus gros marchés de hockey de toute la Ligue nationale. Cette transaction-là n'est pas arrivée parce qu'on est arrivé 1 minute en retard. Non, mais, excusez-moi, permettez-la plus que jamais. D'où Jésus! Ça, c'est du beau drama digne de l'an 50, ça n'a aucun sens. Régent Tremblay aurait écrit ça dans une fake transaction entre le National de Québec et les Canadiens de Montréal qu'on aurait dit « Régent, d'où Jésus, tu fabules? » Ben non, c'est ce qui serait effectivement arrivé. La transaction n'est pas survenue parce qu'on l'a conclu, on est embarqué dans la file d'attente 1 minute trop tard. Et là, on peut partir dans toutes les directions. Qu'est-il arrivé? Est-ce qu'un des deux directeurs généraux a merdé? Il y a une rumeur qui circule sur X. J'en fais pas un point focal, puis je vous la lance comme ça simplement parce que je suis pas capable de valider à quel point cette information-là est crédible. Elle a entre autres été rapportée par un journaliste du Toronto Star que je ne connais pas. Pas capable de voir si c'est une fausse information ou quoi que ce soit. C'est pas rapporté non plus ailleurs, mais ce journaliste du Toronto Star dit que Kent Hughes aurait été très sévère à l'endroit de Brad Treliving, que ce serait lui, Brad Treliving, qui n'a pas rempli les papiers à temps ou quoi que ce soit, qui a fait en sorte que la transaction a avorté. Que Kent Hughes lui aurait dit « Le deal, il est mieux d'être sur la table, t'es mieux de l'honorer si t'es pas mis dehors, rendu à l'été. » À prendre avec un grain de sel pour le moment, incapable de vérifier cette information-là, mais je la partage quand même juste comme ça parce que, bon, je vous avoue que d'un point de vue chaos, ça pourrait être le fun de s'imaginer que c'est arrivé. Mais bon, je tiens que ce soit clair, là, que ça, il n'y a aucune tractation réelle. Là. Il n'y a pas vraiment de viande à se mettre autour de l'os de ça. Maintenant, la grande question que vous vous posez tous, j'en suis convaincu, c'est « C'était quoi la transaction? » Eh bien, on a une partie de la réponse. Tout juste avant de la révéler, par contre, cette réponse-là, la finale de la Coupe Stanley n'est vieille que de 2 matchs et c'est en train de péter de partout dans la Ligue nationale. Tout le monde s'intéresse à ce qui va s'en venir d'ici le 1er juillet dans les mouvements de personnel dans la Ligue et tu veux être certain de ne rien manquer, tu veux du bon contenu en français qui analyse et te partage toutes les transactions qui vont survenir à travers la Ligue nationale de hockey. Bien sûr, concernant le Canadien, t'es à la bonne place! Abonne-toi! On veut atteindre les 35 000 abonnés cette année et ça regarde très bien. C'est gratuit, ça prend 0,5 secondes et tu contribues grandement à l'amélioration et surtout à l'expansion de la chaîne. Et si tu le fais pas, c'est correct. Mais sache que Kent Hughes va se faire fermer la barrière au nez sur d'autres transactions que celle Matthew Knies. Veux-tu ça? C'est ça, je pensais.
Donc, OK, c'est bien beau. Le Canadien aurait obtenu Matthew Knies des Maple Leafs de Toronto si la montre de Brad Treliving n'était pas ajustée à l'heure de l'Ouest. Mais qu'est-ce que ça aurait coûté aux Canadiens de faire l'acquisition d'un ailier qui a déjà marqué 29 buts dans la Ligue nationale de hockey à l'âge de 23 ans, de 6 pieds 3, pesant, bon le long des rampes. Bref, Juraj Slafkovský 2.0, ça aurait coûté ceci, selon David Pagnotta. Elliot Friedman rapporte qu'il a les mêmes informations. Marco D'Amico aussi, mon ami, a rapporté que ça correspondait aux informations qu'il a. Pourquoi la photo de Matthew Knies, on dirait un bobblehead? C'est donc bien drôle, ça. Excusez. Donc, voici ce à quoi ressemblerait, il faut quand même garder ça au conditionnel, la transaction. Alexander Zarovski, un autre espoir de l'organisation du Canadien, et 2 choix de premier tour. Il y a une chose qui est importante à savoir au sujet de l'espoir supplémentaire. David Pagnotta rapporte dans son texte, et le voici, là, vous le voyez en rouge, ce ne serait ni Michael Hage, ni David Reinbacher. Donc, au stade où on en est, n'incluant plus Jacob Fowler puisqu'il vient de passer la fin de la saison avec le Canadien, personnellement, je considérerais Zarovski, Hage, Reinbacher comme étant les 3 meilleurs espoirs de l'organisation du Canadien. Donc, un des 3 dans la transaction, ça aurait été Zarovski selon Pagnotta. Un autre espoir, est-ce qu'on peut dire B? Je ne sais trop parce qu'on ne sait pas c'est qui, mais donc ça peut être n'importe qui. Ça peut être Owen Beck, ça peut être Florian Jacquet, ça peut être, je sais pas, moi, Bryce Pickford. Nommez qui vous voulez à ce point-ci. Ça peut être n'importe quel de ceux-ci. Et 2 choix de première ronde. Donc, on regarde ça juste ici, la transaction qui a avorté. Il y a une chose qui est intéressante. Si vous allez sur les réseaux sociaux et regardez les réactions du côté des partisans des Maple Leafs de Toronto, c'est presque unanime. Oh, qu'on vient d'éviter une transaction qui aurait pu être catastrophique pour les Maple Leafs de Toronto. Du côté des partisans des Canadiens, c'est pas aussi unanime. Beaucoup trouvent que Matthew Knies aurait été l'acquisition parfaite pour le Canadien de Montréal et certains trouvent que c'est cher payé pour Matthew Knies, qui est excellent, qui est un ailier en puissance, je n'irai pas jusqu'à dire unique dans la Ligue nationale, mais qui connaît un excellent début de carrière et surtout correspond exactement à ce qui manque aux Canadiens de Montréal. Un autre joueur pesant, lourd, qui joue physique à ajouter sur le top 6. Là où le bas blesse pour plusieurs, c'est le prix payé. 2 choix de première ronde, Alexander Zarovski et un autre espoir, c'est effectivement un gros prix. Si vous voulez mon opinion à ce sujet, personnellement, j'aurais fait cette transaction-là. J'aurais tombé en bas de ma chaise. D'abord, il n'y avait tellement aucune rumeur ni entourant Matthew Knies et surtout pas entourant Matthew Knies à Montréal à la date limite des transactions que déjà en partant, Matthew Knies s'amène à Montréal, je tombe en bas de ma chaise. Ensuite, le prix payé, pour moi, à première vue, j'aurais pas eu de problème avec. Avant que vous partiez en peur, Zarovski, c'est un des meilleurs espoirs, etc., etc., avec des transactions impliquant uniquement espoir et choix qui sont envoyés du côté de Toronto pour le Canadien de Montréal, qui auraient été envoyés du côté de Toronto pour le Canadien de Montréal, tu le sauras jamais avant quelques années. Tu ne le sauras pas. Personnellement, je suis définitivement prêt à rouler les dés puis à penser que ce que Matthew Knies va apporter au Canadien de Montréal pour les 5, 6, 7 prochaines années sera plus gros que peu importe ce qu'on a envoyé comme espoir du côté des Maple Leafs de Toronto. Zarovski est un bel espoir. Est-il le prochain Ivan Demidov ou est-il le prochain Nikita Filatov? On ne le sait pas. Qui aurait été l'autre espoir? Est-ce que c'est vraiment un gars qui va avoir un rôle important dans la Ligue nationale de hockey dans les prochaines années? On ne le sait pas non plus. Et après ça, les 2 choix de première ronde, les chances sont que le Canadien repêche. Déjà, en fait, là, on le sait déjà, le Canadien va repêcher très tard cette année en première ronde. S'il choisit de repêcher avec ce choix-là, les chances sont que ce soit la même chose pour les années subséquentes. Le Canadien entre dans cette fenêtre où échanger des choix de première ronde maintenant, ce n'est plus nécessairement quelque chose de catastrophique. Après ça, c'est 100% vrai que quelques années plus tard, ça peut devenir une transaction que tu regardes et tu sais, Dans ce cas-ci, en raison de l'âge de Matthew Knies et son style de jeu, je serais très surpris. J'aurais été très surpris qu'on regrette Matthew Knies. Ce qu'on aurait pu regretter, c'est Zarovski. Sauf que,
Je vous donnerai en exemple la transaction Max Pacioretty, Nick Suzuki et le reste, là, Tomas Tatar, etc. Si on regarde la transaction en tant que telle, cette transaction-là est gagnée par le Canadien de Montréal. Même qu'à l'époque, il y a eu toutes sortes de rumeurs qui persistent à ce jour. Semble-t-il que c'est même pas Nick Suzuki que le Canadien voulait, c'était Cody Glass. Et d'où j'ai eu une chance que finalement ça s'est avéré être Nick Suzuki. Et si les Golden Knights de Vegas pouvaient avoir Nick Suzuki, ils le prendraient. Je veux dire, Max Pacioretty n'a pas été un joueur qui a finalement été important, qui n'a pas pris part à la conquête de la Coupe Stanley pour les Golden Knights, alors que Suzuki est maintenant un gagnant du trophée Selke et un joueur de 100 points, un capitaine dans la Ligue nationale de hockey. C'est même pas en prenant en considération ce que Tomas Tatar a amené à l'équipe pendant qu'il était là. Sauf que les Golden Knights de Vegas sont présentement pour une deuxième fois depuis cette transaction-là en finale de la Coupe Stanley, même si Max Pacioretty ne s'est pas avéré être un acteur important de ces participations-là à la finale et même de cette conquête-là de la finale en 2023. Est-ce que Vegas est fâché de ne pas avoir Nick Suzuki? Non. Est-ce qu'ils le prendraient? Oui. Est-ce qu'ils sont fâchés? Non. Ils sont gagnants. Ils n'ont pas gagné la transaction. En fait, c'est pas qu'ils sont gagnants. Ils n'ont pas perdu à cause de cette transaction-là. Pour moi, ça a arrêté ce genre de situation-là pour le Canadien. Même si Zarovski était devenu le plafond de ce qu'il peut être avec les Maple Leafs de Toronto, et même chose avec n'importe qui d'autre, un choix de première ronde, un autre espoir, le Canadien n'aurait pas regretté l'acquisition de Matthew Knies. Je suis convaincu que Matthew Knies aurait fait du Canadien une meilleure équipe et vraiment peut-être cimenter ce qui s'en vient à être une des bonnes formations dans la Ligue nationale de hockey. Et peut-être même que le Canadien, j'irais pas jusqu'à dire, gagne la série contre les Hurricanes juste parce que Matthew Knies, mais fait définitivement meilleure figure face aux Hurricanes de la Caroline avec Matthew Knies dans la transaction. Maintenant, bien sûr, la grande question. Kent Hughes a dit qu'on pourrait revisiter peut-être cette transaction-là cet été. Depuis, on a fait un changement de garde chez les Maple Leafs de Toronto. Enter John Chayka, bye-bye Treliving, changement d'entraîneur-chef également. Toutes sortes de rumeurs entourant Austin Matthews et son avenir dans la Ville-Reine. Elliot Freeman précise dans le 32 Thoughts podcast que selon lui, les chances que cette transaction-là survienne, qu'elle soit conclue à nouveau et qu'effectivement Matthew Knies prenne la direction de Montréal sont très faibles. Pas impossible, mais très faibles. Pour ce que ça vaut, si ça vous intéresse, je suis malheureusement, je dis malheureusement en ce qui me concerne, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, peut-être que vous vous dites « Phew, la transaction n'a pas eu lieu ». En ce qui me concerne, malheureusement, je suis d'accord. Pourquoi? Une transaction Matthew Knies, à mon humble avis, marque la fin de l'ère actuelle des Maple Leafs de Toronto, signe le départ d'Austin Matthews des Leafs, et je ne crois pas qu'on va faire ça à Toronto. Je pense qu'on va essayer cet automne, une dernière fois, de recalibrer les choses, de resetter et de poursuivre avec ce qu'on a et ne pas faire un rebuild complet. D'autant plus que, depuis ce temps-là, une des grandes différences, c'est qu'on a obtenu le premier choix au total. Non seulement ce qu'on n'avait pas cet hiver, mais probablement qu'on ne s'attendait pas à avoir soudainement tes deux choix de première ronde, de fin de première ronde possible. Je suis désolé, tu t'apprêtes à avoir Gavin McKenna ou, si tu choisis un autre, là, mais un de ceux-là. Malheureusement, je pense que le bateau est parti avec le vent dans les voiles sur cette transaction-là et qu'elle ne surviendra pas. C'est très dommage en ce qui me concerne parce que, je viens de le dire, imaginez un instant ton top 4 pour les 5, 6, 7 prochaines années à l'aile. Et quand je dis top 4, ça ne veut pas nécessairement dire que ce sont tes 4 gars qui jouent sur les 2 premiers trios. Là. Je veux dire, Nick Ehlers joue ça à 3 présentement avec les Hurricanes. Ça demeure un des 4 meilleurs ailiers des Hurricanes. Phil Kessel était ça à 3 pendant des runs de série où les Penguins ont gagné la Coupe Stanley. Il faisait quand même 90 points en saison régulière. Là. Mais tes 4 meilleurs ailiers, Caulfield, Slavkovski, Knies, Demidov, dans l'ordre et dans le désordre. Oh my God, mais quel embarrassement des richesses, comme disent les Anglos. Aucun sens. Oui, il te manque toujours un deuxième centre là-dedans. Mais soudainement, déjà, le deuxième centre, c'est même pas obligé d'être le meilleur deuxième centre de la Ligue. Tu te donnes beaucoup de possibilités, mais surtout, 2 énormes ailiers de puissance, un passeur skilled, peut-être mini Kucherov en devenir, et un marqueur de 50 buts.
Et surtout, la présence de Nyes et Slafkovsky aide à peut-être garder Caulfield. Quand je dis peut-être garder Caulfield, je fais référence à tous ceux qui, après les séries, disent « Il faudrait peut-être l'échanger parce que même s'il en marque 50, ça sera jamais un gars de série. » Personnellement, c'est pas là où je suis, là, mais adressons l'éléphant dans la pièce. Un gars comme Caulfield est grandement avantagé par la présence d'un Slav et d'un Matthew Nyes en séries éliminatoires et continue de faire du Caulfield en saison régulière. Pour moi, ça n'aurait été que du positif pour le Canadien. Malheureusement, je vais être très agréablement surpris si jamais on réussit à faire cette transaction-là et à faire l'acquisition de Matthew Nyes. Au moment où on se parle, j'ai l'impression que le gros numéro 23 va être à Toronto l'automne prochain lorsque la saison va débuter. Maintenant, par contre, on sait que un ailier top 6, c'est sur la liste d'épicerie de Kent Hughes et Jeff Gorton. C'est pas Matthew Nyes. Si c'est pas Matthew Nyes, gardons ça quand même au conditionnel, ne sait-on jamais. Peut-être que je vais être ici dans quelques semaines puis vous dire « Damn, j'étais dans le champ et je vais être content de l'être. » Autre cible potentielle, sachant ça. Ben, là, je ne fais que mettre quelques joueurs qui sont dans des rumeurs de transactions / départ, parce que je veux dire, Alex Tuch est agent libre sans restriction, littéralement. D'un point de vue style de jeu, ben, Alex Tuch, c'est Matthew Nyes en plus vieux. Donc, littéralement, ça fit. Jason Robertson a beau être un gros bonhomme, c'est pas un attaquant de puissance, c'est un buteur, c'est un gars de talent. Jordan Kyrou non plus, par contre, point de vue style, c'est pas la même chose. Lui, il fait beaucoup plus avec ce que le Canadien a déjà, un ailier de talent, rapide, pas particulièrement physique. Et Jake DeBrusk, ben, je veux dire, Jake DeBrusk est moins bon que les trois autres qui sont là, mais vite comme ça, là, après ça, je veux dire, on peut en ajouter du monde, là, mais ce sont les trois premiers noms qui viennent à l'esprit. Alex Tuch, en ce qui me concerne, surtout malheureusement avec la série qu'il a connue contre Montréal, il ne vaudra pas ce qu'il va coûter sur le marché des joueurs autonomes. Je ne dis pas de touche, à moins qu'à la surprise générale, tu réussisses à le signer à un contrat qui a bien de l'allure. Je suis pas le plus grand fan de Robo. Je le dis souvent, je suis pas le plus grand fan de Robo. Je pense que Jason Robertson est ce type de joueur qui est à son meilleur quand, ben, un peu comme Pacioretty, un peu comme Kessel, quand il est le 3e, 4e attaquant de l'équipe, là, soudainement, en point, il est peut-être ton meilleur, mais faut pas que ce soit lui le leader. À Montréal, il serait exactement ça. Je serais pas contre une acquisition de Jason Robertson. C'est juste pas numéro 1 sur ma liste. Jordan Kyrou, j'ai souvent mentionné sur ma chaîne que je suis pas particulièrement le plus grand fan de Jordan Kyrou. Je pense vraiment que c'est pas ce que le Canadien a besoin. Jake DeBrusk serait définitivement un prix de consolation. Bref, où je m'en vais avec ça, c'est que pas vraiment d'équivalent. Il n'y a pas vraiment d'équivalent à Matthew Nyes. Je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur le joueur de centre à aller chercher. Ceci étant dit, l'identité du joueur de centre peut avoir un impact également sur les alliés. Là, si ton gros bonhomme physique, c'est au centre que tu vas le chercher, ben soudainement un Kyrou, ça a un peu plus d'allure. Mais ça va être intéressant à surveiller et ça ne fait que confirmer, par contre, c'est une des choses que je retiens le plus de cette transaction avortée entre les Maple Leafs de Toronto et le Canadien de Montréal. Autre que les Canadiens, les Leafs auraient fait ça? Quoi? Ce qui donne un petit peu... Ben, pas espoir, parce que c'est pas particulièrement ce que je veux, mais peut-être que Détroit, Montréal peuvent dealer aussi. Donc, ce que je retiens le plus de cette transaction avortée, à part ça, c'est que Kent Hughes et Jeff Gorton sont à l'attaque. Ils veulent améliorer l'équipe. Ils sont prêts à payer pour améliorer l'équipe. Et ce qu'ils viennent de faire, ce que l'équipe vient de faire, va peut-être leur donner encore plus faim pour faire ce genre de transaction-là. Et je vais être extrêmement surpris si Kent Hughes et Jeff Gorton ne réussissent pas cet été une transaction en envergure tout aussi grosse que celle avortée pour Matthew Nyes. Voilà ce que je pense de toute cette situation-là. Toi, qu'est-ce que tu retiens? Es-tu de ceux qui disent, ben voyons donc, fallait pas donner Zarovski, c'était trop cher payé? Est-ce que tu te dis, oh non, on aurait pu avoir Matthew Nyes et t'en reviens pas qu'on l'a pas eu? Laisse-moi tes impressions en commentaire. T'as apprécié ce que tu viens d'entendre et veux écouter un autre épisode? Ben, voici ce que je crois de la demande de transaction de Dylan Larkin. Et on se reparle lors du prochain. Ciao!